Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau webinaire AI for Edu, ce parcours 2024 où on est là pour vous accompagner et faire de vous des référents en matière d'intelligence artificielle dans l'enseignement. Vous assistez à ce webinaire intitulé « Comparer et exploiter les meilleurs chatbots pour l'éducation ». Alors on verra ce que ce titre renferme derrière lui. On verra ce dont on parle aussi en matière de chatbot. Et donc, je l'ai dit, on a des partenaires de renom comme Technobel et Technocité et qui seront représentés aujourd'hui par Anthony Jérôme, que j'invite à me rejoindre, ainsi que Kevin, qui lui fait partie de l'EduLab. Donc, je vous invite les gars, à me rejoindre sur scène. Bonsoir à vous. Bonsoir Adrien. Bonsoir. J'aime bien l'effet choral. C'était ce que je voulais avoir sans vous prévenir et vous me l'avez fait. Et ça, c'est beau. Ça va, vous allez bien? Je vais commencer par Kevin parce que c'est le petit nouveau dans l'équipe. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien, un peu stressé parce que, comme tu dis, c'est mon premier webinaire, mais je suis bien entouré avec mes gourous, Anthony et Jérôme. Donc, je ne crains rien, je sens en sécurité ici. Ben oui, tu peux bien parce que tu es en famille ici, parce que Anthony et Jérôme, ce sont les cousins, comme ils s'appellent eux deux. Donc, tu es en famille. Alors, allez, honneur au plus ancien, Jérôme, cousin Jérôme, on va t'appeler comme ça. Comment vas-tu? Cousin Jérôme, ça fait frère Tuck aussi. Ouais, un peu. Bonsoir à toutes et à tous, et puis ravi de participer à ce webinaire. Et puis, on essaiera de vous montrer plein de choses intéressantes et de vous amuser en faisant un petit peu l'épître quand même. Un petit peu, c'est le but, c'est de passer un bon moment. Et puis, cette petite tête, elle vous dit quelque chose, celle d'Anthony, parce que vous avez pu le voir lors du précédent webinaire sur l'esprit critique avec Manuela et avec Laurent. Comment vas-tu, Anthony? Très bien, Adrien, très heureux de vous rejoindre une nouvelle fois pour ce webinaire et heureux d'avoir encore fait des découvertes pendant la préparation de ce webinaire. Donc, j'ai super hâte de partager ce qu'on a découvert, ce qu'on a mis en place en commun pour vous. Ouais, parce qu'il a fallu faire plein de choix et finalement, on n'a pas fait beaucoup de choix. On a tout rassemblé, on a essayé d'en mettre le plus possible. Donc, c'est ça qu'on va pas trop papoter de nos vies là maintenant. Le but, c'est de vous offrir à vous, cher public, plein d'éléments concrets finalement et de comparaisons entre plein de différents outils. Et on a un menu assez copieux qui nous attend, Kevin. Oui, tout à fait. Alors, ce soir, on va évaluer les différentes fonctionnalités des chatbots. Donc, on va surtout identifier ceux qui sont les plus adaptés aux besoins spécifiques de l'enseignement. On va illustrer aussi les invariants, montrer les forces et les faiblesses des outils IA. Ce sera aussi l'occasion en explorant les chatbots, de voir un petit peu comment on peut personnaliser les apprentissages, améliorer l'engagement des élèves. Et on va profiter de ce moment et de la présence de la communauté. Vous êtes très nombreux ce soir. Pour poser des questions dans le chat, vous allez faire tourner votre sens critique à plein régime. C'est le moment de se poser, on fait le point et on ne manquera pas de répondre à vos questions. On vous a aussi concocté une petite grille de critères qu'on va vous partager et on va vous demander de vous l'approprier. Donc voilà, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on a d'ailleurs notre super Jonathan qui est là, c'est l'homme de l'ombre, c'est lui qui est derrière l'organisation de tous ces parcours, de tous ces webinaires. Il est là dans le chat, Jonathan, c'est lui qui vous distillera tous les liens et tous les conseils aussi. Par contre, petite précision, comme je l'ai dit, les questions dans l'onglet questions et pas dans le chat. Mais bon, voilà, ça je suis un peu, je pinaille un petit peu, mais voilà. On vous a posé la question, quels sont les chatbots que vous utilisez déjà actuellement? ChatGPT, les amis, comme vous en doutez, ressort le plus à 24%. Viennent ensuite Copilot, Gemini, Perplexity, NotebookLM, Magic School, et puis après on a un petit downgrade, Claude, Hugging Face, Mistral, Vitascience. Donc voilà, vous avez accès à l'onglet sondage. Évidemment, ChatGPT, parce que c'est un peu le premier qui a mis le coup de pied dans la fourmilière. Il y en a certains qui utilisent un chatbot appelé Jonathan, c'est nous, et il est là aujourd'hui dans le chat, comme dit Eric. Donc voilà, pas de surprise, j'imagine, les gars, au niveau
on va dire, de la répartition des outils utilisés? Bah, comme tu le dis, hein, ChatGPT a un peu ouvert la voie de ces agents conversationnels. Et donc, c'est pas étonnant de le voir en tête, pas étonnant de voir Copilot non plus derrière. On voit les trois grands, ChatGPT, Copilot, Gemini aussi qui prennent leur place. Mais on voit quand même qu'il y a quand même un peu de précision avec quelques petites IA un peu plus confidentielles qu'on retrouve aussi. Donc, des surprises, non, je pense pas. Mais tout de même, je pense que dans la communauté, il y a déjà des usages déjà poussés. Et alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va vous montrer finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi. On va aller vraiment mettre la main dans le cambouis et des outils peut-être que vous ne connaissez pas. J'aimais bien le fait que tu parles d'agents conversationnels, Anthony. Et c'est d'ailleurs ce qui peut un peu, on le disait en préparant le webinaire, déstabiliser. Parce que quand on parle de chatbot, moi j'ai tendance à penser à un chatbot finalement qui est sur la page Facebook de la SNCB et qui nous répond par des règles. Mais on va voir que finalement, toutes ces intelligences artificielles, ce sont finalement des chatbots. Ben absolument, et c'est important de comprendre en commençant ce webinaire ce que c'est un chatbot, parce que être conscient de ce qu'est cet outil technologique et numérique, c'est aussi être conscient de ce que ça apporte pour vous enseignants, mais aussi pour vos élèves, parce que les élèves doivent se questionner. On parlait de l'esprit critique lors du dernier webinaire sur même la forme que prennent ces outils-là numériques. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chatbot, que ça soit un assistant intégré sur la page web de votre fournisseur d'électricité, ou tu citais l'exemple de la SNCB, ou une intelligence artificielle qui a son interface pour communiquer avec elle, comme ChatGPT ou autre, tous ces assistants ont pris une apparence qu'on connaît très bien, qui est l'apparence de notre WhatsApp, de notre Messenger, de nos outils conversationnels du quotidien, de notre Teams, quand on échange sur Teams. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à avoir une fenêtre de message qui prend la majorité de notre écran, avec un espace pour envoyer un message en bas de l'écran et un petit bouton pour envoyer, et la possibilité d'envoyer des fichiers. Si vous regardez, tous ces outils-là, ils ont tous plus ou moins la même tête, tous plus ou moins la même disposition, tous plus ou moins les mêmes boutons au même endroit, parfois les mêmes icônes qui servent aux mêmes choses, et c'est pas tout à fait un hasard. Le fait d'avoir ce format-là permet un taux d'adoption bien plus élevé parce que vous n'avez pas de courbe d'apprentissage dans l'apprentissage d'une nouvelle interface, de nouveaux outils et d'endroits où cliquer, et ça humanise aussi énormément la conversation. Et donc, dans l'usage de ces outils en éducation, c'est clair que ça veut dire qu'on n'a pas de nouvel outil à apprendre, ou en tout cas de nouveaux codes d'outils à apprendre, ça se prend très très vite en main pour la plupart, mais par contre, on a un côté très humanisant derrière qui fait qu'il faut encore une fois rappeler aux jeunes et aux moins jeunes que derrière, c'est une machine. Mais donc, le but de cette chatbot, c'est bien de simuler une conversation humaine via des interfaces. Là, je viens de prendre l'exemple textuel, on pourrait prendre l'exemple vocal. Certains utilisent de l'IA pour mieux orienter l'utilisateur. Certains ont un schéma plus linéaire. Et c'est notamment le cas, excusez-moi, oui, effectivement, de ces deux types de chatbots. Non, mais c'est moi. Deux types de chatbots, c'est-à-dire qu'on a des chatbots qui sont basés sur des règles, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions en fonction d'un modèle qu'on leur a défini. Donc, on leur a dit, ben voilà, l'utilisateur et l'utilisatrice, il ou elle va répondre ceci ou cela, et toi, tu vas dire ça. Et on a des chatbots qui sont alimentés par l'intelligence artificielle. L'un et l'autre, pour moi, et même à l'heure de l'intelligence artificielle, peuvent coexister. Et c'est justement ce qu'on va vous montrer maintenant avec deux façons d'approcher ces modèles, ces agents conversationnels, du coup, deux façons différentes d'aborder cela, avec un agent qui est basé sur des règles et un agent alimenté par l'intelligence artificielle. Le premier outil que je vais vous présenter dans ces agents-là, je ne sais pas, Adrien, si tu voulais faire rebondir ou pas, mais tu me le dis, hein, tu me fais des signes. Non, je peux lancer ta vidéo, du coup, ta petite démonstration. Oui. Alors, le premier assistant, c'est un assistant que j'ai utilisé. J'étais avec des élèves dans le secondaire avec qui nous étions en train d'aborder la conception de sites Internet avec un célèbre logiciel qui permet de faire ça, qui s'appelle WordPress. Et le but, c'était de créer un assistant pour faire un rappel. C'est-à-dire qu'on avait une séance par semaine et le but, c'était de commencer une séance de cours par
un rappel. À travers ce rappel, en tant qu'enseignant, moi, j'ai envie d'être sûr que l'élève a bien compris les points essentiels de ma leçon. Et pour ça, eh bien, le premier truc avec lequel ils ont commencé le cours suivant, c'était cet assistant. Je leur ai filé le lien, ils l'ont scanné avec leur téléphone, leur PC, tout ce qu'ils avaient à disposition, et ils ont eu la conversation que vous voyez là. Alors, remarquez bien que le chatbot envoie des messages, envoie des images, et l'élève clique sur des boutons avec ses réponses. Donc, j'ai pré-encodé des réponses de je sais ce que tu veux, pas vraiment, je n'ai aucune idée. Et l'agent vient apporter un élément de réponse à l'élève en fonction des réponses que l'élève a données. Vous le voyez, ici, l'élève n'écrit pas. J'aurais pu créer un mode où l'élève écrit sa réponse et comparer le contenu de la réponse avec ce que moi j'attendais. J'ai fait le choix d'avoir des boutons pour avoir quelque chose de très simple, des boutons, des images, des vidéos, etc., etc. Mais on voit qu'ici, mon rappel, c'est un rappel interactif. Interactif parce que cet arbre décisionnel va dans l'ordre que l'élève choisit et emmène l'élève exactement à l'endroit où moi j'ai décidé d'emmener l'élève. C'est moi qui ai décidé que si l'élève répondait ça, il allait pouvoir sauter une étape, par exemple, et les étapes que certains élèves ont sauté parce que bien le chatbot permettait de déterminer que l'élève connaissait suffisamment le sujet et qu'il avait bien compris. Donc, ce chatbot, le voici. C'est un outil gratuit qui permet de faire ça, un outil qui s'appelle Typebot, typebot.io, qui permet de faire ça. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu les coulisses de ce à quoi ressemble la conception d'un Typebot. Voici les coulisses. J'ai le site avec démarrer le Typebot. Et dans Typebot, j'ai une colonne à gauche qui va me permettre de montrer en bleu ce que le chatbot va afficher, en orange ce que la personne qui interagit avec le chatbot va pouvoir envoyer. Vous le voyez, il y a des dizaines de possibilités différentes. Ça peut être des textes, des images, des boutons, des actions, plein de choses différentes. Notez que là, mon interface est en anglais, mais l'application est absolument disponible en français. C'est juste parce que j'ai pas fait attention quand j'ai enregistré ma vidéo au fait que c'était en anglais, mais c'est tout à fait disponible en français. Faut le savoir. Et donc, je vais pouvoir venir ajouter tous les outils. Vous voyez que c'est très visuel, c'est-à-dire que je mets ce que le chatbot doit afficher et je mets des flèches sur ce qu'il doit se passer. À côté de chaque élément, j'ai un petit point qui me permet de mettre la flèche vers l'élément auquel il mène. Donc, par exemple, si on répond très bien merci, ben, vous allez voir que je vais mettre des flèches entre tout ça. Si je vais un petit peu... Voilà, là, j'espère que vous allez bien, qui emmène au groupe 2. Le groupe 2, c'est un ensemble de messages. Et je vais pouvoir, comme cela, eh bien, commencer à faire fonctionner mon chatbot. Une fois que j'ai terminé cela, ça me permet de montrer quelque chose. On voit que je le teste, ce chatbot, sur le côté à droite. Eh bien, ce chatbot, j'en fais ce que je veux. Je peux le mettre où je veux. Et ça va se passer avec la dernière partie. Ce chatbot, je peux l'intégrer dans une page web. Je peux le partager simplement comme ça. Vous l'avez vu comme je vous l'ai affiché au tout début. Je peux simplement le partager comme ça. Et je peux également le personnaliser entièrement. C'est ce qu'on va pouvoir vous montrer maintenant. Voilà, parfaitement. On va ici, quand j'ai terminé de faire mon chatbot, ça c'est le schéma du chatbot que vous venez de voir avec le rappel WordPress pour montrer quand même que derrière, il y a quand même des petites capsules un peu partout dans cette chatbot. On voit les liens, c'est une grande planche de travail et donc on voit tout ça. C'est vraiment très naturel à construire comme chatbot. Ça prend du temps de concevoir ce genre de chatbot. Ça prend un peu plus de temps que si j'entraînais une machine. Ça va être quelque chose que je vais vous donner après, mais le fait que ça soit l'utilisateur qui décide de tout fait que ça prend du temps. On voit quand même que j'ai la possibilité dans les intégrations, si vous regardez votre écran à gauche, je pourrais tout à fait demander à mon chatbot d'aller parler avec OpenAI, avec ChatGPT. Je pourrais tout à fait dire à mon chatbot, tiens, quand la personne répond quelque chose, c'est ce que je vous affiche à l'écran à l'instant, Mistral, OpenAI. On peut demander à ce que votre chatbot demande à ChatGPT de vous fournir une réponse plus complète. Donc, on peut y intégrer de l'intelligence artificielle générative de texte. On peut le faire. Vous voyez également que j'ai la possibilité de modifier tout l'aspect visuel de ce chatbot, les avatars qui vont s'afficher, la couleur des bordures, etc., etc. C'est extrêmement personnalisable. Ce qui est l'avantage de ce genre d'outil, c'est que c'est un outil qui est plutôt classique, d'une ancienne école de la conversation, et donc c'est quelque chose d'extrêmement personnalisable. Ce que je vous montre ici à l'écran, par contre, c'est que regardez un petit peu, je suis en train de changer le nombre de mots
que mon chatbot envoie par minute. Et ça, c'est un outil que j'utilise avec des élèves du secondaire, notamment des élèves de réto. Je leur fais créer ce genre d'outil et je leur montre que le fait de taper au clavier, c'est tout à fait émulé. Lorsque votre chatbot semble réfléchir à sa réponse et vous envoyez mot à mot sa réponse, c'est un mensonge. Votre chatbot ne réfléchit pas mot à mot et ne vous écrit pas du texte comme un humain pourrait le faire. Ce n'est pas comme ça que la machine fonctionne. Encore une fois, le choix de vous afficher un mot après l'autre de façon un peu déroulée, comme si je tapais sur mon clavier, c'est bel et bien là une façon d'humaniser la conversation. Et ce sont tous ces petits codes-là qui font qu'à un moment donné, on s'y méprend et on a presque l'impression que c'est un humain qui nous parle. Pour terminer cette démonstration de Typebot, vous voyez qu'on peut l'exporter vers pas mal d'outils, ça veut dire qu'on peut l'intégrer sur un site internet. Mais ce qui est vraiment sympa pour les enseignants, c'est que Typebot va consigner toutes les conversations qu'il a eues avec les utilisateurs, utilisatrices. Donc vous avez ici un tableau avec tout le cheminement compris vos utilisateurs. C'est hyper intéressant comme outil d'analyse pour voir un peu comment l'activité que vous avez proposée a été perçue. Ça s'appelle Typebot, c'est de la création de chatbots avec un scénario. C'est donc un chatbot basé sur des règles dans lesquelles on peut injecter de l'IA, mais cela n'a pas de caractère obligatoire. C'est gratuit, je vous le disais. 200 sessions de chat avec votre bot par mois, c'est la seule limite dans le mode gratuit. Vous pouvez avoir autant de chatbots que vous le voulez. La force, c'est de pouvoir l'intégrer partout, de pouvoir gérer vraiment très très bien les paramètres visuels. Et même pour commencer à créer, on s'y fait assez vite. Vous avez vu que c'est vraiment comprendre ce principe de flèches qui viennent se tendre. Alors, il y a des petits outils plus techniques dedans. On peut faire de la technique, ce qui est un avantage pour les gens qui savent faire un petit peu de programmation ou quoi, mais c'est pas du tout obligatoire pour s'en servir. Ça prend plus longtemps qu'un chat GPT qu'un chat GPT entraîné. Vraiment, ça prend plus longtemps à préparer. Donc, il faut bien penser aux chatbots. C'est plus technique, un petit peu plus quand même. C'est plus lourd à mettre à jour aussi. Si vous avez la moindre info qui change de chatbot, il faut vous dire que vous devez réouvrir le schéma, aller repérer l'endroit où vous parlez d'une info, aller la changer, etc. Et donc, c'est moins flexible dans le temps. Par contre, je pense à vous pour rédiger des tutos. C'est hyper pratique. Pour des échanges scénarisés, pouvoir avoir un chatbot qui joue un rôle que vous déterminez. Si vous avez un personnage vous avez un personnage d'histoire dans une BD que vous lisez avec vos élèves, ou dans un livre historique que vous lisez avec vos élèves, et vous voulez que vos élèves interagissent avec lui d'une façon ou d'une autre pour en savoir un peu plus. Pour créer des synthèses interactives, c'est l'exemple que je vous montrais avec WordPress, ou pourquoi pas sur le site de votre école. Les questions fréquentes des parents qui viennent inscrire leurs élèves dans l'école, avoir un chatbot qui connaît très très bien ces questions, c'est que quand on sait que ce sont tout le temps les mêmes questions qui reviennent en boucle, Typebot, c'est un outil absolument approprié pour ça. Ouais, et tu as plein de réactions dans le chat et dans les questions, bien évidemment. On demande, tu le disais, est-ce que pour le site internet de l'école, est-ce que c'est compatible avec un site Google Site, par exemple ? Alors, on peut l'intégrer via la fonction embed de Google Site, mais du coup, il sera sur une page et pas sur tout le site, parce qu'il est possible de l'intégrer sur tout le site avec d'autres outils. Je pense que c'est possible avec Wix, je pense que c'est possible avec WordPress pour y répondre sans en faire la totalité. Je pense qu'avec Google Site, votre chatbot sera bien présent, sera bien compatible, mais ne sera que sur une seule page de votre site et pas sur tout votre site. Et à ton avis, est-ce que ça peut fonctionner avec la fonction d'accessibilité énoncée sur iPad? Question un peu plus technique d'Ariane. Eh bien, je pense que oui, parce qu'il me semble que cette fonction énoncée, c'est une fonction native du clavier de l'iPad et qu'elle se met directement. Mais j'en ferai pas un vrai, mais je pense je n'ai pas de raison de penser que ce sera pas le cas, parce que je pense que c'est une fonction de développement native du clavier iPad. Et dès lors, tu l'as dit, donc là, c'est vraiment toi qui as tout paramétré toi-même. Ça prend du temps. D'ailleurs, Céline nous a mis dans le chat qu'à mon avis, elle a trouvé son occupation pour les prochains jours, les prochaines semaines. Mais tu peux aussi doper cela avec l'IA. Absolument, et donc on arrive vers le grand classique ChatGPT et sa possibilité de créer des GPT, de créer soi-même son propre ChatGPT. Alors ici, on est bien dans le mode payant de ChatGPT, donc attention, il y a d'autres outils qui permettent d'entraîner, je pense, des GPT comme ça, mais c'était pas vraiment le sujet. L'idée, c'était juste de vous montrer la différence. Voilà, ici, j'entraîne une machine à créer un guide WordPress interactif. Et donc, je lui dis, voilà, tu es prof de WordPress et tu vas guider l'élève étape par étape pour qu'il réponde à des questions et t'assurer de sa bonne compréhension des différents thèmes. Le chat se met à s'entraîner, à créer des données. Là, il m'a créé une image de profil. C'est quelque chose qu'il a visiblement que ChatGPT avait envie de faire, d'avoir une belle photo de profil. Donc, c'est la première chose qu'il a faite. Et on va avancer un petit peu plus loin. Je vais paramétrer cette machine en échangeant avec elle sur les sujets.
j'avais planifié un petit peu le contenu que je voulais mettre. J'avais quand même un peu de contenu. Donc, si vous voyez dans le message, je lui donne ma synthèse. C'est un peu comme si je nourrissais du résumé que je pourrais donner à mes élèves. Donc, j'ai donné du contenu. Maintenant, sur un sujet comme WordPress, qui est un sujet très connu, je pense qu'il est tout à fait capable de générer pas mal de choses. Et puis, le voici qui se met du coup à fonctionner. On a ajouté quelques boutons sur le dessus du chat pour pouvoir commencer à interagir avec lui. Vous voyez que je le corrige entre les échanges. À gauche, j'ai le paramètre du chat. À droite, j'ai l'aperçu de ce que mon assistant donnera. Et il va se mettre à jour à chaque fois que je lui dis, ben, tiens, tu dois plutôt répondre de telle façon, tu dois faire plus court, tu dois faire ceci. Il va s'adapter. Et alors, dans la partie configurer, je vais pouvoir venir régler mes différents boutons, etc. etc. Voilà, là, la partie configurée, vous avez vu que je suis en train de compléter la partie amorce de conversation. Ça, ce sont des messages que je préétablis pour que mes élèves puissent directement aller sur démarrer la conversation, où je veux aborder un sujet particulier, où j'ai une difficulté sur un sujet. C'est parce que lorsqu'ils arrivent sur mon assistant, du coup, ça permet à mon assistant de mieux les aiguiller. L'avantage de ce guide WordPress en mode ChatGPT, je mets pause sur ma démonstration maintenant, c'est que regardez, l'élève peut lui-même demander qu'est-ce qu'un article et il aura une réponse à ce moment-là, exactement à ce moment précis-là. Même si dans mon scénario, je n'avais pas prévu de répondre à cette question à ce moment-là, j'y répondrai exactement à ce moment-là. Vous connaissez les jeunes, vous connaissez les enfants. Quand on a une question dans la tête, elle n'en sortira pas tant qu'on n'aura pas de réponse. Et donc, l'avantage de cet assistant sous cette forme ChatGPT, c'est bien de donner des réponses tout de suite. Et donc voilà, pour la petite démo de ChatGPT, donc c'est tout à fait possible de le faire comme ça. Je passe à la conclusion pour laisser du temps aux collègues pour la suite et ne pas perdre trop de temps là-dessus parce que je suis en train de vous faire un webinaire sur Typebot. Non, t'inquiète pas. Mais du coup, on voit que c'est pas parce que c'est de l'IA que ça va tout se faire tout seul automatiquement. Il faut quand même l'entraîner, le corrigeur. Oui, et ça n'enlève pas du tout le rôle de l'enseignant, du coup, de devoir continuer à y voir clair dans la matière et être sûr de demander à l'assistant de guider les élèves vers la bonne chose. L'avantage, c'est que c'est plus rapide à mettre en œuvre, que ça s'adapte très très fort à la personne qui l'utilise. Il y a une grosse interaction, il y a un sentiment d'interaction bien plus développé. Par contre, on tombe vite dans les modèles payants. On a un manque de visibilité sur les réponses, contrairement à Typebot où je peux voir le cheminement des réponses de mes élèves qui ont répondu à telle question avec ça. Je sais pas toujours ce que l'IA a pu répondre à mes élèves. Et puis, ça demande quand même des phases d'essai-erreur pour peaufiner les réglages. Donc, pour moi, ça s'utilise quand on a du contenu plus complexe à interroger et puis aussi pour des personnes plus âgées, parce que j'ai pas parlé du critère de l'âge avec Typebot, mais autant Typebot, je peux le mettre dans les mains d'enfants de la classe de Kevin pour un point ou l'autre, autant ChatGPT, par contre, j'apprendrai encore un peu. C'est ça. Le but de ce webinaire, on l'a dit, c'était d'ailleurs le titre, c'est de comparer, d'exploiter les meilleurs chatbots, mais peut-être que pour comparer, on va peut-être faire une grille de comparaison, parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères, Kevin. Ton avis, quels sont les critères que l'on pourrait trouver finalement pour comparer tous ces outils? Eh bien, pour certains qui ont assisté au mois de juillet, on avait fait ce module-là en présentiel. Et on avait pris le temps de se poser et de discuter un petit peu sur quels étaient pour nous les critères, en tant qu'enseignants, quels étaient pour nous les critères pertinents. Et donc, voilà, on peut passer à la dia suivante. Et donc, on a pris toute l'après-midi pour faire cette grille. C'était vachement riche, surtout qu'on était entre pairs et les échanges étaient très intéressants. On n'a pas eu le temps de la terminer, cette grille. Mais ça nous a permis de mettre en évidence que les critères des uns ne sont pas toujours les critères des autres. Ce que moi je trouve important, par exemple, le respect des données, le RGPD, surtout que je travaille avec des enfants très jeunes, eh bien, pour certains, ils mettent peut-être ça en second plan parce que eux, ils l'utilisent personnellement, ils ne mettent pas les enfants dessus. Et tout ça pour dire que la communauté web, en parallèle, fait énormément de listes. On retrouve fréquemment des publications de listes de comparaison très pertinentes, elles aussi.
Un endroit où on trouve beaucoup de listes très intéressantes, et ça c'est Jonathan qui m'a fait remarquer, c'est sur LinkedIn. On retrouve ici un guide pratique des modèles d'IA avec des cas d'utilisation. Le modèle le plus pertinent pour monsieur Jehan La Liberté, et les avantages ainsi que les prix. Donc, je trouve quand on veut se lancer dans un travail, tiens, je vais faire des mathématiques, j'ai pas envie de chercher midi à 14h, je vais regarder un petit peu son guide, je vois que Claude est pertinent, je fonce sur Claude et je vais pas passer par d'autres IA. Ça peut être très très sympa, un gain de temps assez sympa. Mais il faut toujours se rendre compte que ce sont des instantanés, ces guides-là. Le guide qu'on fait aujourd'hui, le guide dont on va discuter aujourd'hui, peut-être que demain il sera déjà dépassé. Et il y a des annonces qui pleuvent tous les jours. Encore aujourd'hui, on a eu une belle annonce pour Claude, on en reviendra plus tard. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de rester à jour, d'évoluer avec l'IA. Et il y a une deuxième liste ici à droite, la comparaison des agents conversationnels de type général. Et là, c'est très visuel. C'est Jean-Philippe Boll, un de nos précieux formateurs de l'EduLab, qui nous le propose. Et d'un coup d'œil, avec des oui ou des non, on voit un petit peu le type de chatbot qui pourrait être intéressant pour nos pratiques pédagogiques, parce que c'est justement centré sur l'enseignement. Et donc, vous êtes venu finalement à la conclusion. D'ailleurs, le travail a été noté dans le chat de Manuela et Céline. Énorme boulot d'avoir compilé tout ça. Et donc, vous êtes venu finalement avec votre propre grille finalement de critères. Tout à fait. On a ressorti une liste de critères. Donc, on en a ressorti une dizaine parce qu'on ne pouvait pas tous les ressortir. Et mais cette liste de critères, elle est là pour vous. C'est à vous de vous l'accaparer, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous différents, on a des pratiques différentes, et donc chacun va faire son petit choix. Et d'ailleurs, Jonathan vous a mis le lien dans le chat. Je réponds. C'est déjà fait. Qui est arrivé, ouais, il est déjà sur la balle. Vous le connaissez bien. Question de Dominique, peut-on voir les liens ou les fichiers de ces tableaux de comparaison? De toute façon, vous aurez les slides qui vous seront donnés à la fin de ce webinaire. Et Jonathan vous a mis donc le Google Doc pour justement vous approprier, obtenir une copie de cette fameuse grille de comparaison. Et d'ailleurs, la grille de comparaison, on s'est dit que c'était sympa de l'utiliser de manière à ce que prenez-la, appropriez-la vous, voilà, faites ce petit travail-là, et ça servira de preuve tout à l'heure. Vous savez qu'on vous demande à chaque fois une preuve à déposer sous forme de fichier pour obtenir votre badge. Donc voilà, faites le petit travail en parallèle de ce webinaire. Juste prenez la grille, appropriez-la vous et mettez-la comme preuve pour l'obtention du badge. Ce sera quand même beaucoup plus sympa. Et alors, c'était Anthony qui voulait nous parler de Glide. À rajouter aussi vas-y, Kevin. Que dans la grille que Jonathan a préparée et qui revient un petit peu de ce qu'on avait fait en présentiel, il y a plusieurs versions dans le bas de la page. Plusieurs c'est ce qu'il a mis, ouais. D'accord. Donc, soit oui, non, soit vous complètement vierge, vous mettrez vos notes, vous pouvez mettre des petites étoiles en commentaire et ChatGPT. Ou alors, vous prenez la version où ChatGPT a rempli les cellules lui-même. Voilà, il y a vraiment de quoi faire son marché. Et alors, c'était ainsi un point qu'on évoquait en préparant ce webinaire, c'est que parfois, ça peut paraître un peu barbare d'avoir toute une grille, tout un tableau, enfin, on ne sait pas trop s'y retrouver. Il y a des applications, il y a des outils, justement, pour pouvoir s'y retrouver de manière plus visuelle, Anthony. Absolument, et c'est le lien que Jonathan nous partage dans le chat tout de suite. Il existe une application qui s'appelle Glide App qui permet de transformer n'importe quel Google Sheet en une application mobile de consultation d'informations. C'est hyper confortable. Si vous êtes référent IA et que vous voulez partager
référent, référente IA et que vous voulez partager avec vos collègues, vos pépites, vos trouvailles, votre veille autour de ces outils d'IA et que ça soit mis à jour tout le temps, GlideApp vous propose de prendre votre grille Google Sheet, pardon, et de la transformer en une application. Alors, vous avez vu, elle a été rechercher les images avec les logos des chatbots, et si vous cliquez sur un logo de chatbot, vous allez obtenir les éléments de la grille de critères, mais présentés d'une façon plus sympa, plus propice à la communication. Donc, c'est un bel outil à exploiter. Autre outil possible, Airtable, qui permet de créer des tableaux également, des tableaux d'informations et qui sont plus jolis, plus sympas à utiliser. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte, comme Kevin le disait à l'instant, d'avoir un outil qui permet de partager une veille qui est continue. Même pour nous qui sommes dans ce domaine de l'IA tous les jours, qui mangeons des IA matin, midi et soir, qui en testons des nouvelles et qui nous emballons dans de nouvelles fonctionnalités toutes les 3 minutes environ, eh bien, c'est parfois compliqué de suivre les mises à jour. Encore en préparant le webinaire juste quelques minutes avant d'être en live avec vous, on est en train de partager. Ah oui, mais t'as vu qu'il y a une mise à jour là où ils ont changé un bouton de place, une fonctionnalité, un truc. Ah non, tu peux encore la trouver dans C'est important aussi de se dire que tout ça doit être vivant et ne pas être figé. Donc, je pense que c'est une solution qu'on propose. Et je vois qu'Angelo nous note également AppSheet, qui est un outil qui semble similaire. Donc, il existe des possibilités de partager ça de façon sympa. Donc voilà, plein d'outils, hein, on vous l'a dit, vous allez avoir plein de ressources aujourd'hui. On vous en a lancé une, Jonathan vous l'a mise dans le chat avec ce Google Sheet. Voilà, dites-nous dans le chat si vous répertoriez aussi d'autres critères que vous auriez bien aimé voir apparaître, parce que comme Anthony l'a dit, tout bouge tout le temps et aussi les besoins, les envies. Donc dites-nous aussi dans le chat, ça pourra nous permettre d'extraire toutes vos commentaires, vos requêtes, et comme cela, on pourra compléter cette grille. Je vois Annie qui me dit la citation des sources, par exemple. Ça peut être effectivement un critère. Alors, on va plonger dans les outils, finalement, parce qu'on en a plein à aborder aujourd'hui. Et là, je me retourne vers Anthony qui va nous parler d'un classique pour l'enseignement en la personne de Magic School. Absolument, un classique et sans doute l'IA que je conseille le plus pour les enseignants débutant leur pratique de l'IA. Magic School, c'est une plateforme disponible en version gratuite et qui propose tout un tas de modèles pré-entraînés avec certains points. Magic School, ça se présente comme ceci. Vous allez arriver sur une page. Sur cette page, des recommandations de ce que vous pourriez faire. Ça peut être créer le plan d'une leçon, ça peut être créer un questionnaire, ça peut être générer un document, créer des commentaires de bulletins. C'est pas mon préféré, mais c'est un modèle qui existe. Vous avez aussi accès à un chatbot directement. Et voilà comment ça se présente. C'est un peu différent finalement d'un chat GPT, d'un agent conversationnel, parce que ici, vous allez avoir un tableau à compléter avec des éléments qui vous intéressent. Ici, par exemple, je génère une leçon de programmation. Pour ceux qui me connaissent dans ma casquette Technobel sur la programmation, vous savez que je fais beaucoup de programmation avec des robots pédagogiques. Et ici, je voulais voir un peu comment l'intelligence artificielle allait s'en sortir si je lui demandais de me créer une leçon autour de la programmation de parcours robotique. Et donc, on voit que l'avantage de Magic School, c'est que c'est très structurant, très structuré. On a ici un tableau à compléter avec, OK, je voudrais générer une leçon. J'ai choisi le modèle, génération de leçon. Ensuite, je vais pouvoir compléter le sujet, la norme, mes objectifs. Vous voyez que j'ai l'icône de trombone aussi qui me permet d'y déposer un fichier. Si vous avez un fichier en PDF, par exemple, à y déposer, vous pouvez. Ici, par exemple, justement, c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Je vais aller chercher un fichier de référentiel pour aller lui déposer et faire en sorte d'essayer de voir si l'IA veut bien aller chercher dans mon référentiel. Je vais aller chercher ça sur mon ordinateur, télécharger. Je suis allé chercher, là vous ne l'avez pas vu, mais je suis allé chercher le tableau synoptique du référentiel FMTTN. Vous avez vu que j'étais très très court dans ma description de ce que je voulais, mais voilà la génération de la leçon qui est faite par l'intelligence artificielle. J'avais choisi un modèle d'une leçon, c'est un modèle qui s'appelle les leçons en 5E parce qu'il était plus pertinent que les plans de leçons que j'avais testé dans le modèle général. Il y a un modèle plan de leçon typique. Ici, avec les 5E, moi je m'y retrouvais plus, c'est une démarche qui me parle plus, cette démarche des 5E qu'on utilise pas mal avec Lego Éducation par ailleurs. Et donc, j'ai une fiche leçon avec un timing, avec des idées d'activité. Vous savez quoi, dans les conseils d'utilisation que je vous ai mis
de cette IA, vous allez voir dans quel cas je vous vois l'utiliser. On avance dans cette intelligence artificielle Magic School aussi. J'ai la génération aussi, là, je l'enregistre dans mon Magic School, cette leçon, comme ça je la garde quelque part dans mon espace sur Magic School. En version payante, je pourrais l'exporter aussi dans des fichiers docs, par exemple, dans des fichiers Word, etc., directement le modifier. Quand on s'inscrit sur Magic School, on a une période où on est en payant, mais elle est finie pour moi. Donc, j'ai dû me contenter de ça. Il y a un outil génération de quiz aussi. Et donc, pareil, je peux de nouveau lui dire, bah, tiens, je veux que tu génères un quiz. Pareil, vous avez vu, vous pouvez dicter avec la voix, vous pouvez ajouter un fichier texte. Ici, je lance un test sur les blocs de programmation. Vous choisissez votre niveau scolaire, le nombre de questions de votre test. Et j'avais inscrit ce que je pensais être le minimum de ce que le test devait contenir, ce que mes élèves connaissaient déjà. Tout ça, Magic School vous guide. Hein. Magic School va vous dire, avant que vous complétiez la fenêtre, il y a le texte de ce que Magic School vous conseille de mettre à cet endroit-là, comme complément d'information. Et vous le savez, hein, avec l'intelligence artificielle, plus vous êtes précis dans la requête que vous lui envoyez, plus l'intelligence artificielle peut vous fournir un résultat satisfaisant. Voilà le résultat que j'obtenais, un petit questionnaire à choix multiples. J'ai envie de dire que c'est plutôt simple et basique, mais disons que ça vous permettrait d'en générer plein de différents pour vos élèves. Ça pourrait vous permettre aussi de générer ça à la volée s'il vous reste un petit peu de temps, si vous voulez mettre ça dans une farde d'activités quelque part en classe pour avoir des activités vraiment bonus sur lesquelles vous n'allez pas vous fonder. Alors, je l'ai noté dans ma synthèse de Magic School. Pour moi, Magic School, c'est l'IA à conseiller quand on débute avec l'IA. Parce que ça donne plein de scénarios d'usage de l'intelligence artificielle en éducation. On a des résultats qui sont rapides parce que ce sont des prompts à compléter. On a moins ce principe de devoir être à l'aise avec le fait d'être très précis dans sa demande. La version gratuite, elle est sympa pour commencer. C'est plutôt facile d'usage. Alors, les défauts, c'est très international. Ça veut dire que notamment dans les normes pédagogiques, Magic School a tendance à aller taper dans les normes pédagogiques à l'international, ce qui ne répond pas toujours aux attentes de votre PO, de votre réseau. La version payante, elle peut vite s'avérer nécessaire, notamment quand vous voulez exporter. Quand j'ai un quiz, quand je sais que ce quiz, je peux l'exporter vers des outils de quiz interactifs que j'utilise déjà dans une école, ça donne envie de passer à la version payante. Quand je sais que je peux exporter mon quiz et l'avoir dans des outils que j'utilise déjà, à un moment donné, ça donne envie de le faire. Alors pour moi, quand est-ce qu'on l'utilise ? Je ne sais pas vous, mais personnellement, l'administratif n'a jamais été ma tasse de thé. Et donc, donner des leçons, on sait faire. Imaginer des leçons, on sait le faire. Mais être sûr d'avoir une jolie farde disponible pour n'importe quel moment où on peut venir voir quelles leçons nous avons données, c'est plutôt compliqué. Donc pour moi, clairement, pouvoir générer une leçon qu'on a donnée et dont on connaît l'ordre, mais pouvoir juste avoir un support de cette leçon, ça peut être l'occasion de le générer avec Magic School pour la création de quiz rapides aussi et pour débuter avec l'intelligence artificielle en édu de façon agréable et facile. Et voilà, une super synthèse finalement de Magic School, hein, le classique, on le disait, de l'enseignement. On va rester en famille, on va prendre la direction du sud avec cousin Jérôme. On va aller faire un petit tour du côté du Mistral. Eh bien, absolument. Je vais arrêter là mon imitation de l'accent du Sud. Il est très très mauvais. Deux petits mots, voilà, une petite parenthèse sur certains outils, notamment Mistral. Mistral qui a été fait par des... Alors on l'appelle souvent l'alternative française. En gros, c'est plutôt une alternative européenne. Elle a plein d'avantages, notamment si vous êtes assez soucieux déjà du respect du RGPD, de modèles open source que l'on peut aussi personnaliser, qu'on peut installer en serveur local. Et puis aussi, il a un avantage certain, c'est qu'il a différents modes de fonctionnement. Et si le coût d'une requête est important pour vous, le coût énergétique d'une requête est important pour vous, eh bien, Mistral a un mode que je vais appeler éco-responsable. Donc, en fait, quand on fait une requête sur Mistral, on va choisir parmi 4 modèles. Mistral Large, c'est le seul modèle qui est pas open source. C'est un modèle propriétaire qui est leur plus puissant. Pour tout ce qui est, quand vous avez besoin de faire réfléchir votre IA sur des thématiques, de la faire synthétiser des données, c'est le mode à privilégier. Le mode Codestral, il est vraiment dédié à la création de code
Alors, il maîtrise une quarantaine de langages vraiment parfaitement. Et le mode éco-responsable, c'est le Mistral Nemo. Alors, il fonctionne sur un modèle plus petit, mais il reste parfaitement efficace dans les requêtes. J'ai vu dans les stats que finalement assez peu de personnes l'utilisaient. Eh bien, je vous invite vraiment à lui donner une petite chance parce que il est vraiment étonnant. Il y a une caractéristique qui est très très importante pour nous qui sommes francophones, c'est que c'est en termes de sémantique et en termes de compréhension du langage français et aussi de certains langages européens comme l'allemand, comme l'italien, comme l'espagnol, etc. C'est celui qui a la meilleure compréhension. Contrairement aux outils anglo-saxons qui utilisent des modules de traduction, les modèles de Mistral sont entraînés nativement dans les langues qu'ils pratiquent. Et donc, alors que le modèle est plus petit que ChatGPT, sur certaines requêtes, on a des résultats qui sont équivalents à un ChatGPT sur ça. Et alors, tout à l'heure, on parlait du fait que ces outils évoluent tellement vite que ce qu'on dit aujourd'hui, demain, c'est peut-être déjà obsolète. Quand on avait fait le webinaire en présentiel cet été avec Kevin, eh bien, il n'y avait pas de mode multimodal sur Mistral et il est sorti le lendemain de la présentation. Donc, vite, on a été vite changer les slides pour ceux qui avaient participé, qui allaient les recevoir. Et voilà, le multimodal, il est pris en charge. Voilà, c'était un petit mot sur Mistral. Il fonctionne vraiment comme les autres. Le système de requête est absolument identique. Mais voilà, alternative que je vous invite vraiment à tester sans plus attendre. Et oui, justement, tu parlais de ce fameux rapport finalement modèle avec l'impact, parce que on a eu un webinaire dédié là-dessus en compagnie de Sarah Descamps sur les impacts environnementaux, parce que justement tous ces modèles d'IA, ça pompe énormément de ressources. Et d'ailleurs, le gouvernement français est venu avec un petit outil, une petite solution pour voir un petit peu qu'est-ce qui est le plus judicieux d'utiliser en fonction justement de ces aspects environnementaux. Et alors, les résultats peuvent être absolument terrifiants. Compare2.ia, c'est un site effectivement du ministère de la Culture française où vous allez tester à l'aveugle deux modèles de langage. Vous ne savez pas lesquels. D'accord ? Le principe, en fait, il est très très simple. C'est que vous allez poser votre question et puis il va vous générer deux réponses. Vous avez la réponse A, la réponse B que vous pouvez consulter librement, bien entendu. À la suite de ça, il va vous demander de voter, de dire quel modèle d'IA préférez-vous. Est-ce que vous préférez le modèle A, le modèle B? Est-ce que les deux se valent? Et puis vous avez un système de petits pouces en l'air et de petits pouces en bas où vous allez pouvoir dire, voilà, moi ce que j'ai aimé dans le modèle B, par exemple, c'est que l'information était très complète. Dans le modèle A, les informations étaient plus superficielles. Et puis une fois que vous avez fait ça, eh bien il va lever le voile sur qui était le modèle qui a répondu. Alors là, par exemple, le modèle Llama, c'est celui que moi j'avais trouvé le moins complet par rapport au modèle de Nvidia. Mais quand on regarde la consommation énergétique de la réponse d'Nvidia, c'est absolument terrifiant. J'ai consommé l'équivalent de 5 kilos de 5 kilos de CO2, alors que le modèle Llama ne m'en a fait consommer que 98. J'ai utilisé 160 watts de puissance contre 9200 pour la réponse de Nvidia. Ça fait flipper on prend une vraie claque sur le coût énergétique de nos requêtes. Je peux dire qu'après ça, on commence à se dire wow. Au lieu de balancer 5 ou 6 requêtes en enquillant, eh bien, je vais plutôt bien commencer à bosser la première pour être le plus précis possible. Alors effectivement, il y a une énorme différence, mais dans le stade, vous pourrez zoomer sur le résultat. Le résultat du modèle de Nvidia, il est vachement mieux, il est vachement plus précis. Et donc voilà, mais on n'imagine pas le coût
le coût d'une requête. On a beau nous dire que oui, c'est énergivore, etc. Et ça relance d'autant plus l'intérêt de donner sa chance à un modèle comme Mistral. Je suis pas sponsorisé par Mistral, je vous le promets. En plus, moi, je suis plutôt un gros utilisateur de Claude. Mais voilà, vraiment Mistral par rapport à le fait de travailler sur un modèle plus petit, plus économiquement, énergétiquement parlant, c'est assez intéressant. Ouais, l'idée derrière ça, c'est de. Alors, si vous cliquez sur le lien, alors, c'est pas là que je l'ai mis. Il y a dans le chat, hein, on a mis le lien dedans. Alors, vous avez à la fin, il vous dit les modèles qui sont testés. Malheureusement, le modèle ChatGPT n'est pas parmi ceux qui figurent dans les modèles qui sont intégrés à Comparia. Voilà, peut-être pas. J'aime beaucoup la référence à Mistral gagnant. Merci Eric. Tout à fait. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est assez édifiant et surtout de pouvoir quantifier cela avec une ampoule allumée par exemple ou autant d'heures de vidéos en ligne. Enfin voilà, ça fait quand même assez froid dans le dos. Mais tu parlais justement de ChatGPT qui n'est pas repris dedans. Un des critères justement qu'on peut avoir dans notre fameuse grille de comparaison, c'est de savoir à quel point un outil est spécialisé dans son domaine. Kevin, ChatGPT, c'est un de ceux qu'on connaît le mieux finalement. On va voir peut-être très rapidement avec toi ce à quoi on peut s'attendre. Oui, rapidement, parce que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Hein. Dommage qu'il n'ait pas joué le jeu sur Comparia, mais j'ai ma petite idée là derrière, à mon avis. C'est pas le plus petit des consommateurs. Ici, oui, j'ai fait un petit test avec les nouveaux programmes qu'on a reçus ici par la Fédération en ligne de Bruxelles. Et je lui ai donné à manger le programme de P3, P4 en sciences. Et je me dis, tiens, dans quelle mesure est-ce qu'il va me donner des réponses efficaces à mes prompts? Et donc, on va pouvoir lancer la vidéo. Voilà. Et donc, je lui demande tout simplement, tiens, tu ne vas que de te baser sur le fichier que je te donne, parce que si vous lui dites ça, il va aller chercher partout sur Internet. Et tu vas me générer une grille critériée qui me permettrait d'évaluer les acquis, tant sur les savoirs, les savoir-faire, les attendus liés à la section modéliser le fonctionnement du système digestif. Donc, j'étais assez précis pour préparer une petite évaluation sur le système digestif. Et c'est dingue avec quelle précision il va aller chercher dans notre fichier PDF. Je pense qu'on peut déposer 25 mégas, voire même un peu plus. Et il va nous réaliser une grille critériée et je pousse le vice un peu plus loin. Tiens, tu m'as fait une superbe belle grille. Est-ce que tu peux me rédiger le questionnaire avec des questions ouvertes, des questions fermées, des choix multiples, etc. Et j'ai vérifié et il pose même des questions qui ne sont pas écrites dans le PDF, mais qui proviennent des images qu'il a analysées dans le programme. Donc, il a cette force-là, ChatGPT, c'est d'aller même chercher les illustrations, les graphiques qu'il peut retrouver dans les PDF pour pouvoir les rajouter dans les connaissances qu'il a. Autre petite parenthèse, quand je montre un petit peu l'outil aux enseignants dans la salle des profs, je m'amuse à faire des photos des exercices qu'ils donnent aux enfants et quand c'est un exercice où les enfants doivent retrouver sur certaines images, ChatGPT est très performant de trouver la petite bougie qui est sur l'étagère là-bas en haut à droite sur l'image. Il va nous dire, elle est là-bas en haut à droite sur l'image et c'est vraiment bluffant. Voilà, donc ici il continue. Il m'a fait son petit questionnaire, il me fait son corrigé, la grille de correction. Et plus loin, je ne sais pas si je l'ai laissé sur la vidéo, mais plus loin, je lui demande même de me dire, tiens, quelle est pour chacun des items la référence avec le programme.
et voilà, c'est très efficace dans ce qu'il doit faire. Mais ça, vous le connaissez déjà très bien. Voilà. C'est ce qu'on peut faire aussi sur Claude, sur Perplexity, lui donner des notebooks LM, lui donner des PDF et de les analyser. Mais ChatGPT, je ne sais pas si vous l'aviez déjà testé comme ça, mais même en mode gratuit, on peut le faire. Et c'est peut-être intéressant de repréciser tout à l'heure, Jérôme parlait de la multimodalité d'une intelligence artificielle. Le multimodal, c'est donc bien quand une intelligence artificielle prend plusieurs types d'échanges. Donc en fait, elle est autant capable de répondre à du texte que vous allez lui écrire, qu'à une voix que vous allez lui envoyer en prenant le micro, qu'à un fichier que vous allez lui envoyer un PDF, une photo, etc. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une vraie petite révolution parce que derrière, il y a quand même l'intelligence artificielle qui doit s'adapter à ce que vous lui avez envoyé. Pour elle, c'est pas la même chose. Si vous lui envoyez votre voix ou du texte que vous tapez, si vous lui envoyez votre voix, elle a quand même un travail à faire, c'est de comprendre ce que vous dites. Donc c'est important de comprendre ce mode multimodal là. Tout à fait, oui. Et pour le petit récapitulatif de ChatGPT, comme on l'a fait pour tout le monde. Voilà, dans la vidéo que je viens de montrer, il est fidèle au fichier qu'on a donné, il est structuré dans ses réponses, et il est directement pertinent. J'ai pas dû reprompter plusieurs fois. Ce qui m'a donné était assez satisfaisant pour moi. Après, on peut chipoter, on peut retirer des questions, mais bon, ça, c'est notre job de prof de repasser après et surtout de rester critique. Parce que, voilà, il faut toujours être un pas plus loin que l'IA pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir repérer un petit peu là où il se trompe. Donc, il faut rester expert dans ce qu'on fait. En moins, si on ne le cadre pas, il peut vite extrapoler. Si je lui avais pas dit de se baser exclusivement sur ce fichier-là, il m'aurait sorti tout un tas de choses qu'il aurait trouvé sur la toile, vu que lui, il est connecté en temps réel à Internet. La version gratuite est limitée, mais dans ce qu'on veut faire, allez, il y a moyen, si on fait de bons prompts, de pouvoir obtenir le résultat qu'on veut avant de passer à la restriction. Alors, ChatGPT, c'était le géant dans notre panel du public ici présent, à 25%. Copilot suivait, justement, il est deuxième. Et on va voir avec toi, Jérôme, cet outil de Microsoft qui, lui aussi, commence à bien toquer à la porte. Oui, alors ça aussi, je voulais faire un petit focus sur Copilot. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il est dans ceux qui sont le plus utilisés parce que voilà, il est c'est même grâce à lui ou à cause de lui que j'ai même recommencé à utiliser le navigateur Edge, parce que je trouvais ça pratique parfois d'avoir dans une page mon site et puis demander des précisions à Copilot ou de faire une synthèse parce que le site est très long pendant que je faisais une troisième recherche. Donc voilà, ça a été assez sympa à utiliser. Je voulais vraiment faire un petit focus par rapport à ceux qui ont des comptes Office 365 éducation. Hop là. Oui, d'abord, c'est que effectivement aujourd'hui, quand on utilise Copilot, les trois modes qui étaient avant, on pouvait les choisir, ont esthétiquement disparu, mais sachez qu'ils existent toujours. Donc le mode créatif, le mode précis, le mode équilibré. Finalement, le mode créatif, c'est le mode qui est le plus sujet à avoir des hallucinations, mais c'est celui qui permet aussi d'être le plus efficace en termes de création. Quand on veut inventer des histoires, quand on veut lui faire des poèmes, des choses comme ça, voilà, partir sur de la création narrative. Ce mode est assez efficace, mais effectivement, il vaut mieux l'éviter de l'utiliser pour faire une synthèse d'un document scientifique. Le mode précis qui, lui, au contraire, est le mode le plus efficace en termes de précision et donc le moins sujet à l'IA, et puis le mode équilibré qui est un petit mix entre les deux. Donc, plus de son, non, ça va? Vous m'entendez? On t'entend très bien, oui. Okay, ça va. Donc voilà, ces modes existent toujours. Il suffit de dire passe en mode précis ou passe en mode créatif au début de son prompt, et lui, il re-switchera sur ses anciens modèles. Donc voilà, le focus que je voulais faire sur cet outil-là, c'est vraiment qu'il y a un accord qui a été fait
pour tout ce qui est tous les titulaires d'une licence Office 365 Éducation, à savoir qu'il n'y a pas de stockage des réponses qui sont faites de vos prompts et des prompts de vos élèves. Automatiquement, c'est effacé. Ça n'est pas utilisé pour entraîner leur modèle. C'est un accord qui a été vraiment fait. Et contrairement à ce que j'imaginais, nous en Europe, le copilote respecte le règlement général de la protection des données. Alors que je m'étais dit, GAFAM, donc forcément, ils doivent un petit peu s'asseoir dessus. Pas du tout. Qu'il y a une protection contre les contenus nuisibles et les contenus protégés. Alors, cette protection, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, il y a une vraie démarche justement pour limiter le plagiat des étudiants. On sait que c'est une vraie question par rapport à vos élèves, aux travaux que réalisent vos élèves, notamment chez eux. Et aussi la garantie que les données des utilisateurs ne seront pas partagées avec des annonceurs, puisque de toute façon, elles ne sont pas stockées. Donc, a priori, elles ne peuvent pas être partagées. C'est un truc que, pour moi, c'était important pour tous ceux qui travaillent avec des enfants, de garantir une certaine protection par rapport à leurs données, par rapport à leurs usages. Et je trouvais que ça, c'était quelque chose que c'était important de signifier dans ce webinaire. Après, au niveau du fonctionnement de copilote ou de copilot, comme on l'appelle, reste, on est sur un modèle assez proche de ChatGPT, un modèle multimodal aussi. Un mode vocal qui va être bientôt déployé dans 43 langues, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'était le petit mot sur Copilot et notamment la sécurité par rapport aux pratiques que l'on va faire avec nos élèves. L'inconvénient que ça va avoir, c'est qu'effectivement, nous aussi en tant qu'enseignants, on n'aura pas forcément accès à l'historique de nos prompts, encore que, si je peux me permettre de partager juste une seconde, une fenêtre. Mais fais donc, Jérôme. Faire ça, pas plus tard que cet après-midi. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, mon écran Copilot. Donc, quand j'utilise Copilot et que je me log avec mon compte Office 365, il me propose de passer en Copilot pour le travail. Et puis, je retrouve ici l'historique de mes prompts, chose que je n'ai pas quand je me connecte directement sur la plateforme. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut que j'investigue parce que normalement, jusqu'à il y a pas très longtemps, vous voyez, il y a presque pas de prompt, alors que j'utilise quand même plutôt pas mal Copilot. Voilà, c'est un truc que j'ai découvert hier ou avant-hier. Enfin. Ouais, c'est très récent. C'est Vinciane qui nous dit que il sauvegarde depuis peu justement les requêtes. Voilà. Donc, bon plan à ce niveau-là. Alors, on a énormément de choses à voir. Il nous reste pile poil une demi-heure dans ce webinaire. On avait prévu de vous parler de Gemini, un autre énorme, on va dire, outil qui lui est de Google d'ailleurs, je pense, mais qui ressortait en 3e position fatalement. Vous aurez les slides de toute manière, et dans ces slides, vous aurez accès aux petites vidéos qui sont glissées également. Vous verrez également plein d'autres outils, mais il y en a un que notre ami Jonathan en coulisses ne voulait pas qu'on passe à côté. Et il a refilé à Anthony cette tâche. Il lui a dit, va voir notre BookLM, tu vas voir, c'est incroyable. Et Anthony a passé toute sa soirée d'hier à ça. Et effectivement, Anthony, c'est incroyable. Mais c'est absolument incroyable, en effet. Tu donnes bien le point. Je suis content que tu aies dénoncé Jonathan. Il faut voir ce Jonathan qui nous dit, pendant la préparation du webinaire, ne passez pas à côté de notre BookLM, ne passez pas à côté de notre BookLM. Et notre BookLM, un peu comme de nombreux outils IA, j'étais passé dessus, je veux dire, je l'avais ouvert, j'avais regardé à quoi ça ressemblait, je me suis dit, ok, ça va, j'ai vu. Et puis voilà, Jonathan qui me tanne à vous présenter cet outil-là. Alors, notre BookLM, c'est quoi? Notre BookLM, d'abord, c'est un outil de la famille des outils Google. Et c'est pour ça qu'on a pu se permettre de passer sur Gemini/Gemini à l'américaine, parce qu'en fait, notre BookLM fonctionne à base des connaissances et du fonctionnement de Gemini. Sauf que on va là avoir un outil qui est intégré pour l'apprentissage. En fait, notre BookLM va nous permettre d'importer des sources de notre choix
Pareil, vous voyez l'outil s'afficher en anglais, mais il est absolument en version francophone. C'est mon compte Gmail de démo qui était configuré en anglais. Je vais aller chercher les ressources que je veux y importer. C'est le gros point. Imaginez que vous êtes étudiant, que vous avez pris des notes pendant le cours de votre prof, vous l'avez enregistré avec votre dictaphone ou votre smartphone avec la fonction de dictaphone. Vous avez des synthèses de Wikipédia. On sera bientôt le 11 novembre, donc on est sur l'armistice. Il y a un éditeur de livres qui a mis un de ses chapitres en ligne sur l'armistice justement, donc j'en ai profité pour le mettre là-dedans pour la démo. Je vais chercher une vidéo sur YouTube sur le même sujet. Bref, je vais donner à NotebookLM toutes mes notes, mes fichiers, mes documents autour d'un sujet. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme... Quelle horreur, j'avais oublié de couper le son de ma démo. Je vais venir mettre tous mes fichiers. Donc je vais importer mes sources. Et la magie de cet outil, je vais pouvoir lui copier du texte aussi. Ici, je suis en train d'aller chercher du texte dans un article. Oui, Céline, ta vie d'étudiante va changer. Aline, d'ailleurs, je t'ai prévenu avant le webinaire que je devais te parler d'un truc. C'est ça, Aline. Je devais absolument te parler de ça. Je vais coller du texte. Et là, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Je viens de donner toutes mes données à l'outil, à NotebookLM. Adrien, je veux bien te laisser prendre la main, comme ça je ne fais pas de bêtises. Voilà, merci beaucoup. Je vais donner toutes mes notes à NotebookLM et NotebookLM va me donner un guide du notebook. Dans ce guide du notebook, on va m'aider à créer des choses, des questions fréquentes, des sommaires, des guides, des timelines avec des grandes dates clés, mais surtout un outil absolument incroyable de création de podcasts sur base de vos données. Alors, on parle d'un podcast avec 2 intervenants, un homme, une femme d'ailleurs, qui vont parler entre elles des documents que vous avez donnés. Vous voyez qu'ici, quand j'interagis avec mes données, on a toutes les références. Quelqu'un parlait tout à l'heure des sources. Ici, avec NotebookLM, on voit que dans un résumé de NotebookLM, je vais pouvoir cliquer sur les différentes références et directement, NotebookLM va me renvoyer vers ma source, va me montrer à quelle ligne il est allé se nourrir de cette information-là. Je peux reposer des questions, je peux interagir un peu comme je ferais avec ChatGPT et autres. Je peux enregistrer la note. Donc, NotebookLM, c'est un carnet de notes sur base d'une IA. Et donc, ici, je peux enregistrer dans la note et ça va me garder cela. Ici, je vous disais, je ne comprends pas la différence entre une armistice et un traité de paix pour voir s'il allait être capable de m'expliquer cette différence. Et on voit l'IA interagir. Mais la fonctionnalité de folie, c'est cette fameuse fonctionnalité audio. Alors, j'avance un petit peu plus loin parce que je sais que... 11 novembre. Waouh! Alors, cette fonctionnalité audio, j'ai un petit bouton qui s'appelle Aperçu audio. Sur ce petit bouton, je vais pouvoir personnaliser l'invite de commande que j'envoie. Et c'est important parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est disponible qu'en anglais. Mais vous savez, comme les intelligences artificielles peuvent être facilement trompées une fois qu'on leur donne les bonnes instructions. Et donc, il y a une phrase clé à leur dire, c'est « Les présentateurs ne peuvent parler qu'en français ». Et là, bingo, NotebookLM oublie que normalement, elle est censée vous raconter votre histoire en français. Et là, il va se passer un truc de dingue. C'est que NotebookLM, sur base des documents que vous lui avez nourris, va créer un podcast. Je vous en laisse quelques secondes là maintenant tout de suite pour que vous puissiez apprécier à quel point on a un échange. Ça s'écoute facilement dans la voiture si vous voulez un résumé de vos cours ou lorsque vos jeunes relisent leurs notes et étudient, ça s'écoute au casque ou autre. C'est vraiment un outil de création de contenu audio bluffant. Bonne fête. J'espère que tu profites bien de ce jour férié. Mais dis-moi, sais-tu pourquoi on célèbre le 11 novembre? On a congé, c'est cool, mais on oublie parfois l'histoire derrière ce jour. Ah oui, c'est vrai, on se détend, on profite, mais on ne se demande pas toujours d'où vient cette tradition. Exactement. Alors aujourd'hui, on plonge dans le passé. On va essayer de comprendre ce 11 novembre, jour de l'armistice, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Un sujet passionnant. On a rassemblé des sources assez variées. Yeah. Une encyclopédie pour enfants Wikidia, une vidéo YouTube et un manuel scolaire belge de Carrie Yamanet qui parle du 11 novembre. Avec un tel mélange, ça promet d'être intéressant. Prêt pour un voyage dans le temps? Carrément, on y va. Alors imagine, l'Europe en 1914. D'après le manuel scolaire belge, c'était un véritable baril de poudre. Oh là là.
C'est incroyable. On a des présentateurs qui introduisent le sujet, pas aussi bien que toi, Adrien, évidemment, mais n'empêche. Ils introduisent le sujet, ils donnent leurs sources, ils disent voilà, on va travailler sur base de telle source et telle source. Ils font référence à ces sources pendant le podcast avec un échange super naturel. Et honnêtement, on a l'impression d'écouter un podcast sur le sujet. Ils vont dire, bah tiens, le manuel dit que c'était l'enfer. Et ils ont des expressions. Ils vont parfois faire ha 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 sur une blague. Ils vont parfois faire oh, je n'imagine pas. Ils vont avoir des expressions d'étonnement. C'est absolument bluffant. Donc, si vous avez des ados qui ont du mal à étudier leurs ressources, je pense que c'est un outil absolument incroyable que Google nous propose là. Un dernier truc peut-être, je pense que, et j'avais la discussion tout à l'heure avec des enseignants dans le secondaire, l'avantage de Notebook LM, c'est aussi de responsabiliser les jeunes sur la nécessité de donner leurs propres données à Notebook LM. Je pense fondamentalement que si vous avez pris des notes au cours et que vous mettez vos notes dans Notebook LM, vous aurez un résultat bien plus pertinent que si vous vous contentiez de copier-coller des liens. Donc, pour Josette, le podcast, normalement, c'est seulement en anglais, mais je vais vous mettre la petite phrase dans le chat. Il suffit de lui dire « Host can only speak in French ». Avec son meilleur accent. Vous avez vu ça hier et vous aurez là votre podcast généré en français. C'est absolument incroyable. On peut importer tout type de contenu, des sites web, du texte, de l'audio, des PDF, des fichiers sur votre Google Drive. C'est vraiment fait pour étudier, pour manipuler des notes. Donc, ne la voyez pas comme une IA générative généraliste. C'est vraiment fait pour générer vos notes. Caroline, moi, j'ai même pas osé lui dire en français. J'ai voulu le piéger en lui faisant genre j'étais un anglophone qui voulait faire du français. Vous voyez, genre de stratégie qu'on met en place pour être sûr d'avoir notre podcast en anglais. Mais Caroline me dit que ça marche aussi si on lui dit en français. Ben, faites-le en français. Ça fait un peu bidouilleur de le mettre en anglais, donc je l'ai testé comme ça. Ça génère des formats impressionnants. Par contre, je mettrais quand même un petit point d'attention. C'est que c'est absolument génial, Notebook LM, cette génération de podcasts audio. Mais Jérôme a soulevé un peu cette couverture-là. Dites-vous qu'à chaque fois que vous posez une question à l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle va devoir calculer une réponse. Et ce calcul de réponse, c'est faire fonctionner un ordinateur et déployer une certaine puissance de cet ordinateur. Quand on génère des voix, évidemment, il faut des ordinateurs assez puissants. Et donc, ça veut dire que ça a un vrai impact. Si vous avez vu la recherche de tout à l'heure de Jérôme qui coûtait cet impact-là écologique, imaginez la génération de 12 minutes de fichiers audio. Donc, je pense que c'est génial à utiliser avec pertinence, mais ça fait partie des outils qui sont là et donc ce serait bête de s'en priver. Voilà, j'ai partagé mon emballement pour Notebook LM. Merci Jonathan et les formateurs de l'EduLab pour la découverte parce que je sais que vous êtes quelques-uns derrière à déjà l'utiliser. Mais justement, ton emballement, on a emballé d'autres. Je ne sais pas si tu as vu l'avalanche de smileys qui sont apparus, et même dans le chat, bien évidemment. Par contre, cela soulevait un point, une question commune de Mélanie et de Christiane, qui dit au niveau de la protection des données, qu'est-ce que cela donne au niveau de la confidentialité. Par exemple, est-ce que si on lui partage, nous dit Mélanie, des notes de service interne, est-ce qu'elles ne vont pas se servir d'entraînement à Gemini, vu qu'on est sur des outils Google? Eh bien, je botte en touche parce que je ne sais plus si justement ils affichent le message pour dire que ça ne sert pas à entraîner ou si justement ils affichent pour dire que ça sert à entraîner. Je ne sais plus. J'ai un doute sur la question. Donc, si vous me permettez, je botte en touche, mais peut-être que Kevin ou Jérôme, vous avez la réponse, ou Jonathan dans le chat. Je ne sais plus. Non, en tout cas, comme tu l'as dit, ouais, ça donne envie d'être utilisé, mais comme on a vu tout à l'heure, faites attention et soyez éco-responsables dans vos utilisations. Jérôme, vous voulez dire quelque chose? Non, je suis en train de chercher. Nous respectons votre confidentialité et n'utilisons jamais vos données à caractère personnel pour entraîner Notebook LM. Voici ce que Google nous promet. Ça se passe dans la foire aux questions sur l'outil. Ok, ben voilà pour cette question. On va passer maintenant à un autre outil. On en a plein. Il s'agit de Claude et c'est en compagnie de Kevin. Oui, Claude ne fait pas de podcast, mais c'est un excellent compagnon pour créer des petits programmes qui pourraient être intéressants pour nous à l'école. Par exemple, ici, je lui ai demandé de me créer un petit programme. La première vidéo, je pense que c'est celle où il demande. Voilà. Imaginons, on est en plein vote pour les présidentielles américaines ici cette nuit. Imagine, on fait un exercice de démocratie à l'école et on demande
aux enfants de voter pour 4 sujets. D'accord? Eh bien, je vais lui demander, tiens, crée-moi un petit programme pour comptabiliser les votes. Et là, pouf, la magie s'opère. Et sur la droite de la fenêtre, il va me créer son programme en quelques secondes et me donner les avantages de son programme, ce qu'il a utilisé comme design, etc., le fonctionnement des boutons. Et en matière de codage, il est vraiment très, très puissant en codage et débugage aussi. D'accord. Et ce qui est super pratique aussi, c'est que c'est pas juste à faire joli dans son moteur de recherche. On peut l'utiliser sur son TBI. Pouf, on l'affiche sur le TBI. Il est directement utilisable et directement exploitable, autant pour les enfants qui viendraient le faire au tableau que pour nous. Donc, en quelques secondes, ne sachant pas coder, eh bien, mon super assistant Claude m'a créé un petit programme. Donc, ça aussi, c'est vachement bluffant, le temps qu'on peut gagner sans avoir de connaissances particulières au niveau du code. J'ai poussé le programme pour faire une deuxième démo. Ici, c'est pour, imaginons, sur nos 7 semaines, j'aimerais tenir à l'œil la participation des élèves pendant mes 6 séances pour voir un petit peu leur degré de motivation et de participation. Et donc, je lui ai demandé, bah, tiens, crée-moi un programme qui me permettrait de pouvoir noter chaque enfant sur sa participation et de m'indiquer aussi s'il y en a certains qui sont justement dans le creux et qu'il faudrait aller rechercher, aller remotiver. Et là, pareil, en quelques secondes, il me crée son petit graphique, il me crée le petit programme et vous allez voir, même chose que pour le chrono, on peut l'afficher en grand sur notre écran ou bien sur notre tablette ou sur notre smartphone. Il suffit de copier-coller le lien et c'est directement exploitable. Le petit bémol, c'est que ici, j'avais prompté 2-3 petites choses. Après quelques prompts, mais ça arrive assez vite quand même. Après 5-6 échanges, il dit c'est tout, il faut passer un nouveau chat. Donc, encore une fois, préparez bien votre prompt, réfléchissez à y mettre un maximum d'informations dès le départ. Sinon, vous allez devoir tout réexpliquer à l'IA pour qu'elle vous fournisse directement le bon boulot. Donc là, vous voyez, en temps réel, vous pouvez directement modifier les points que vous donnez à vos élèves et ça se modifie autant sur le graphique là au-dessus que en dessous avec la liste des élèves à motiver. Ici, par exemple, je crois qu'il y a 2,5, le petit point d'attention, 2,5 sur 4. Et je trouve ça franchement impressionnant parce que le code m'a toujours fait écarquiller les yeux en disant wow, comment ils arrivent à faire ça, moi j'y comprends rien, c'est du charabia. Eh bien au final l'IA nous aide à l'utiliser. On revient un petit peu sur la diapo d'avant. Ouais. N'hésitez pas quand vous utilisez Claude d'aller dans les previews, dans les outils des bêta-tests, parce que vous allez pouvoir enclencher, par exemple ici, ce système d'écriture d'équations. Donc pour les profs de maths qui nous suivent, Claude est très puissant dans l'écriture mathématique si vous enclenchez ce petit bouton-là. Et une toute nouvelle nouveauté que Pierre Verbist nous a partagé tout à l'heure dans la communauté d'Edilab, c'est que maintenant, Claude aussi s'y met. Il va aussi analyser les PDF. Il paraît qu'il le fait même mieux que ChatGPT, mais bon, ça c'est encore à voir. Donc, il va analyser les images, les graphiques. Il va vraiment prendre tous les petits secrets de votre PDF, qu'ils soient écrits ou pas, pour vous aider à analyser le document. Voilà.
C'est assez puissant, du coup. Et donc, on vous a fait encore une petite fiche récapitulative, parce que vous avez très bien travaillé, hein, les gars, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres outils bonus que vous pourrez découvrir dans les slides. On va peut-être passer au dernier pour ce soir, parce qu'on a souvent insisté lors de ce webinaire sur l'aspect éco-responsable, à plus d'un titre. Et donc, on était assez en phase pour dire qu'il était important de présenter un outil qui n'allait pas faire tourner des énormes serveurs avec quelques requêtes, mais qu'on pouvait tout simplement faire ça aussi sur sa propre machine, Anthony. Absolument, comment faire d'une pierre deux coups, à savoir comment s'inquiéter à la fois de la protection des données et à la fois d'avoir un modèle qui est plus respectueux de l'environnement et qui n'envoie pas une requête à des centaines de milliers de kilomètres de chez vous sur un serveur dans un local hyper refroidi. Et donc, on vous propose ici de découvrir LM Studio. LM Studio, c'est un logiciel gratuit que vous installez sur votre ordinateur, et dans ce logiciel, il y a une partie un peu technique. Vous allez pouvoir aller télécharger ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire un paquet de données qui a été créé par des développeurs, qui a été entraîné par des développeurs et qui va pouvoir répondre à votre question. Alors, un modèle, ça a un poids de soit quelques MO, soit plusieurs dizaines de gigas, et entre ces deux possibilités-là, il y a plusieurs modèles différents. Alors, sachez que LM Studio s'installe sur pas mal de plateformes différentes, mais que vous allez vous rendre compte que quand on veut générer une réponse avec de l'intelligence artificielle, il faut de la puissance de calcul. C'est pour ça que sur ce que je vous montre à l'écran, vous voyez que je suis allé chercher un modèle que des chercheurs chez Microsoft ont mis en place, qui s'appelle Phi 3 Mini. C'est un modèle qui fait 2,3 gigas, donc on le télécharge sur son ordinateur. Une fois que notre ordinateur a toutes ces données-là, je vais pouvoir aller interagir dans une fenêtre de chat dans LM Studio. Donc là, je vous ai montré la démarche pour télécharger le modèle. Ça va arriver sur votre ordinateur et c'est tout. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser comme n'importe quel chatbot. Vous allez pouvoir, vous aurez une bulle de conversation sur laquelle vous pourrez aller converser. Vous aurez l'historique de vos conversations également. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous lui demandez de répondre, cette réponse-là, il va la générer avec la puissance disponible de votre ordinateur. C'est votre ordinateur qui va réfléchir à la réponse et non pas un serveur qui se trouve bien loin. L'avantage, c'est que vous maîtrisez vos données. L'avantage, c'est que la réponse, elle est générée chez vous. L'avantage, c'est de pouvoir tester plein de modèles différents. Vous allez pouvoir tester celui de Microsoft, vous allez pouvoir tester Llama, qui est le modèle de Facebook. Vous allez pouvoir tester Mistral. Mistral est aussi intégré dans LM Studio. Et tout ça, ça se passe sur votre machine. C'est sans doute là un voile qui se lève sur le futur de l'intelligence artificielle lorsque l'impact environnemental sera mieux pris en compte par vous, par nous, par la population de façon générale. C'est s'intéresser à comment je génère ça. Alors, je m'arrêterai ici pour les détails techniques, mais c'est aussi pour ça que vous voyez de plus en plus pulluler des téléphones, des appareils, des ordinateurs avec des processeurs de plus en plus puissants, alors que vous ne remarquez pas la différence. En fait, on arrive dans une ère où la différence, c'est plus vous qui devez la remarquer quand vous utilisez votre machine, c'est la machine qui doit l'avoir à votre disposition pour pouvoir générer du contenu avec de l'intelligence artificielle, etc. Donc, tout se passe sur votre ordinateur, c'est plus écologique, c'est beaucoup plus confidentiel par rapport à vos données. Vous choisissez quel modèle vous utilisez en fonction de vos besoins. Vous pouvez tester de nombreuses choses. Stéphane nous disait même que ça existait aussi pour travailler en local, pour générer des images. Donc, c'est intéressant aussi à noter. Maintenant, voilà, c'est un petit aspect plus technique. S'il faut vous accompagner pour ça, vous pouvez pas hésiter à aller voir une petite vidéo ou l'autre. C'est vraiment pas hyper technique, mais c'est vrai que il faut comprendre qu'il faut télécharger le logiciel et puis télécharger sa base de données, si vous voulez, son modèle pour simplifier. Ça peut nécessiter un ordinateur assez puissant dès qu'on utilise un modèle plus efficace. Il n'y a rien à faire si vous voulez un modèle qui est très précis dans ses réponses, qui est capable de faire autant de la programmation que de résumer un email, que de faire de la création de quelque chose. Il faut des modèles qui sont plus importants. Et voilà, faut vous dire que les petits modèles de données sont moins efficaces pour des tâches complexes. Par contre, je serais curieux de faire tester à pas mal de personnes des tout petits modèles, même le modèle que je vous montrais ici de Microsoft de 2 Go,3. Je peux vous promettre que si c'est pour résumer un mail, faire des notes, vous résumer les dates essentielles de la bataille de je sais pas quoi, le modèle est absolument hyper efficace. Et je vois que Jérôme a qui est, c'est parce que clairement, ce sont des modèles qui sont vraiment très, très compétents. Donc voilà, on n'insistera pas assez sur cet aspect éco-responsable et comme tu l'as dit, protection des données également. Un autre dernier petit point qu'on aurait bien voulu, qu'on va aborder, c'est avec Jérôme.
Tu parlais, Jérôme, que beaucoup d'élèves, au tout début que c'est sorti, utilisaient l'outil d'IA de Snapchat pour faire leurs devoirs. Au début, il était un peu, voilà, pas vraiment super au point. Tu as été refaire un petit tour dedans, ça s'est quand même amélioré. Ouais, ça c'est en fait c'est typiquement un retour du terrain quand je parle avec des jeunes sur qu'est-ce que vous utilisez comme outil. Et plein de jeunes me disaient ouais, Snapchat, il y a de Snapchat, il y a de... Puis je suis allé voir un jour, effectivement, l'été dernier, j'étais vraiment pas convaincu, c'était extrêmement basique. Je posais des équations de mathématiques du 2e degré. Le raisonnement était complètement foireux et bidon. Je me suis dit, bon, j'étais surpris de voir un tel succès. Et puis j'y suis retourné en préparant ce webinaire et là je dois quand même avouer qu'ils ont fait des sacrés progrès. Ça reste basique, mais je pense qu'en tant qu'enseignant, vous devez et vous devriez régulièrement aller poser le sujet de vos interros ou le sujet de ce que vous faites à vos élèves en classe pour voir s'il n'y a pas des réponses qui viendraient de l'IA de Snapchat. Parce qu'elle, comme tout IA, elle progresse. Alors il y a plein de problèmes avec cette IA. Effectivement, on peut se comporter comme un ami, comme un confident, etc. Moi, j'ai fait un test en disant voilà, je vais pas très bien en ce moment, etc. Et il vous donne des conseils qui sont parfois pas toujours heureux. J'entendais là justement TikTok qui était assigné en justice justement par rapport aussi à son modèle qui mettait en avant quand on n'allait pas bien, quand on écoutait des chansons tristes, des trucs sur l'automutilation et le suicide. Donc ces outils, ces algorithmes, ils doivent être quand même surveillés. Mais en tout cas, en tant que prof, allez faire un tour dessus. C'est tout con, hein. Vous installez Snapchat, vous allez dans l'outil de chat et vous verrez, c'est le premier outil qui est installé. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'amis, mais vous pouvez directement commencer à converser avec l'IA de Snapchat. Et là, j'avais posé une question de philosophie. Voilà, en disant j'ai un devoir à faire sur le bonheur, la notion de bonheur en philosophie. Est-ce que tu peux me faire un plan de leçon? Alors le plan est assez basique, mais c'est pas dégueulasse non plus. Il faut quand même avouer que c'est déjà un bon point de départ. Donc voilà, c'est un petit focus sur l'IA de Snapchat parce que l'IA elle est tellement partout, elle est aussi sur le téléphone de nos mômes et dans des applications qu'on même pas. Donc voilà, oui, c'est vrai, c'est important aussi d'avoir justement ces retours de terrain. Alors en dernier bonus, justement, dans l'idée d'essayer un petit peu tous ces outils, DuckDuckGo, Kevin, permet justement de faire un petit peu un tour de tout cela. Oui, DuckDuckGo, vous connaissez peut-être, hein, c'est le fameux moteur de recherche. Qui se lance aussi dans l'IA. Enfin, il ne se lance pas lui-même dans l'IA, c'est plutôt un portail d'IA qui va permettre, tout comme DuckDuckGo aime mettre en avant, d'entrer dans l'IA en toute confidentialité et en toute anonymisation. D'accord? Donc, en fait, j'ai lu un petit peu les explications qu'il donne là-dessus. Il va aller jusqu'à supprimer votre IP avant que vous ne cliquiez sur le modèle que vous allez utiliser. Donc, pas besoin de créer de compte et les conversations ne serviront pas à entraîner l'IA. Il l'affiche correctement sur la DIA qui suit. D'accord? Et vous avez le choix entre les modèles d'IA qu'on a d'ailleurs présentés aujourd'hui, donc GPT, Claude, Llama et Mistral. Les limites sont quotidiennes, mais on peut toujours relancer les conversations. C'est uniquement en ligne. Il n'y a pas moyen de le télécharger sur son ordinateur. Ça ne garde pas en mémoire, mais c'est le point fort, mais aussi un point faible. Ouais. Donc, ça peut être très pratique en milieu scolaire pour que les données des enfants ne fuitent pas. Là, on peut être rassuré de toute la confidentialité dont DuckDuckGo fait preuve depuis des années. Voilà.
Donc, je trouve ça intéressant, au lieu de leur faire créer des comptes pour qu'ils puissent utiliser l'IA, aller directement sur le portail de DuckDuckGo pour tester ça en classe en toute sécurité. On gagne en facilité, en rapidité ainsi, et d'ailleurs vous pouvez utiliser Mistral dans DuckDuckGo. Et enfin, tout dernier petit outil, enfin ce sont plutôt des ressources que l'on voulait mettre en avant. D'ailleurs, je pense qu'ils sont là, ici, dans le webinaire, avec la fameuse IA Box. Oui, ce sont les Rockdure qui ont créé cette IA Box, et elle est vraiment très intéressante. Je ne sais pas si si Jonathan a déjà mis le lien. Sinon, je peux partager mon écran. Partager l'écran. Voilà. Et donc, quand vous allez sur le site des Rockdure, vous descendez un petit peu, vous allez dans l'IA Box. Et là, tous les modèles dont on a parlé, mais pas que, sont représentés. Et par exemple, si vous cliquez sur Claude, eh bien, nos amis des Rockdure font la veille pour nous. Donc, quand on va regarder un petit peu, ils expliquent un petit peu. Et ce dont on vient de parler avec la vague de nouveautés, avec le PDF dont on a parlé ici tout à l'heure, eh bien, ça y est déjà, avec des petits liens vers d'autres articles, tous très pertinents. Tout comme l'IA Claude qui peut contrôler votre ordinateur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est encore une autre porte qui s'ouvre, hein, qui fait un petit peu peur. Mais si vous voulez gagner du temps sur votre veille numérique, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dans cette IA Box. Voilà. Eh bien, la boucle est bouclée. Hein. Les liens sont d'ailleurs dans le chat. On a dit énormément de ressources aujourd'hui et vous en trouverez des ressources bonus dans les slides, on n'a pas eu le temps d'aborder. D'ailleurs, inscrivez-vous, mettez-vous dans le groupe des explorateurs du numérique sur Facebook. Comme ça, vous pourrez rester au courant de tout et faire partie de la communauté. Vous allez voir aussi tous les échanges de bonnes pratiques qui s'y font. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et puis, si vous avez des questions sur le projet AI4Edu, parcours référent numérique, rendez-vous sur le site Internet qui est dédié, où vous retrouverez toutes les informations, notamment au point de vue des inscriptions pour les formations ou même justement des présentations qui ont déjà eu lieu. Et bien voilà, 19h31 les amis, on aura tenu le timing. Je vous remercie justement Kevin qui fait ouf de soulagement, mais on l'aura fait. Merci à vous les gars et merci surtout à vous cher public de vous nous avoir suivis. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin avant de nous quitter. Moi, je dis bravo à Kevin pour sa première. Kevin, c'était incroyable. Tu nous fais ta première en ne merdant même pas le timing. Il n'y a plus de jeunesse. Merci pour les échanges. Les cousins sont fiers de toi, Kevin. Ouais, à Kevin. Jonathan vous met le lien vers le badge parce que visiblement, il ne fonctionnait plus. Et avec le lien complet, ça devrait aller. Eh bien voilà, passez toutes et tous une super soirée et à bientôt. Merci.